Merci, Monsieur le Président. Merci, cher Jean-Marc, de nous accueillir dans vos magnifiques locaux. Et je voudrais dire que je suis très heureuse d'être ici pour dialoguer avec les acteurs économiques du Sud Seine-et-Marne, en compagnie du président du département, Patrick Septier, qui a été un grand soutien dans justement les outils que la région est en train de mettre au point pour aider les entreprises. J'y reviendrai. Je salue aussi évidemment... oh là, ça va plus du tout. Jean-Philippe Dugouin-Clément, ça va, c'est la fatigue. Jean-Philippe Dugouin-Clément, mon vice-président au contrat d'aménagement et à l'environnement, qui est avec nous. Je salue, et puis qui connaît bien, comme vous le savez, le Sud Seine-et-Marne. Je voudrais saluer aussi Frédéric Valtou, qui est là, qui est le maire de Fontainebleau, mais surtout le délégué spécial à la région en charge du commerce et de l'artisanat. Je voudrais saluer le président de la communauté d'agglomération de Melun-Val-de-Seine, cher Louis Vogel. Je voudrais saluer aussi les maires de Montreux-sur-le-Jard et de Moret-sur-Loing et Orvannes, Christian Huss et Didier Limoges, qui sont ici presque chez eux. Enfin, il y en a un chez lui et l'autre presque chez lui. Et puis dire à Jérôme Guyard qu'on est vraiment très heureux de l'avoir. Saluer les conseillers départementaux qui sont ici avec nous, Nathalie, Denis, et dire évidemment au président de la CPME, à la présidente de la Chambre des métiers et à qui j'oublie, et au président de la CCI, que je suis vraiment très heureuse qu'on ait pu nouer ce dialogue qui ne s'est pas démenti pendant toute la crise, où ils m'ont tenu vraiment en alerte sur tous les sujets. Ça allait des masques au transport, en passant par évidemment les difficultés de toutes les filières. Donc on vient de voter hier un budget supplémentaire, enfin un acte 1 du plan de relance de la région de 1,3 milliard jusqu'à fin décembre. Alors je le dis parce que ce 1,3 milliard, c'est pas du faux argent. Je suis pas en train de vous vendre un plan pluriannuel de relance jusqu'à 2025 dont personne n'irait contrôler l'exécution. C'est 1,3 milliard de crédits votés pour être dépensés d'ici fin décembre, moitié par redéploiement de crédits qui n'ont pas pu être dépensés à cause de la crise, moitié 600 millions de crédits nouveaux, donc d'endettement supplémentaire de la région, qui a été rendu possible par le fait que, vous le savez, depuis 2016, on a réduit considérablement nos dépenses de fonctionnement, on avait désendetté la région, donc on peut faire face à la crise et on peut justement actionner plus de dettes pour venir en aide au secteur économique. Donc l'idée, c'est que notre réponse à la crise, elle soit collective, et que la région puisse venir, puisque c'est ça son cœur de compétence, vous apporter des nouveaux outils pour vous soutenir. Alors les premiers outils, vous les connaissez, c'est le Fonds de solidarité de l'État qui a donné 1 500 € à toutes les entreprises en difficulté qui l'ont sollicité. Et puis, et donc là, on a financé des centaines de milliers d'entreprises en Île-de-France. Je sens que dans mes éléments de langage, vous n'avez pas dû me mettre le nombre, Guillaume. Non, sur le volet 1. Sur le volet 1, on est à 250 000 entreprises franciliennes, 250 000 TPE aidées. Et sur le volet 2, 15 000 sur le volet 2. Donc ça, c'est le premier sujet, le Fonds de solidarité État que la région finance à hauteur de 30% de la part des régions. Et puis ensuite, on a créé des outils spécifiques régions. Dans les outils spécifiques régions, on a d'abord le prêt rebond. Le prêt rebond qu'on a fait avec la BPI. Et ce prêt rebond permet d'obtenir des fonds jusqu'à 300 000 €. Et là, sur le prêt rebond, on a explosé les compteurs parce qu'on a été obligé de doubler la mise de la région. On a été chercher 50 millions d'euros de fonds européens. Et au total, ça nous fait 150... Ça nous fait combien, pardon ? 120 millions d'euros déjà de prêts rebond faits pour 1700 entreprises. Et il y a 250 millions. Donc on peut encore
sollicité 130 millions de prêts BPI pour les PME jusqu'à 300 000 euros. C'est ça. Donc ça, c'est le prêt rebond qui, en général, est considéré comme assez simple comme souscription. Donc si vous avez des questions sur ce prêt rebond, vous pourrez évidemment toutes me les poser. Et il manquait un troisième étage à la fusée. Il manquait un troisième étage à la fusée. C'était pour ceux qui n'étaient pas éligibles aux garanties État, au PGE, pour ceux qui n'étaient pas éligibles au prêt rebond ou qui n'ont pas eu la totalité de leur prêt bancaire. Pour cela, il fallait un filet de sécurité. Et ceux-là, quand je dis cela, c'est les plus petits. C'est les TPE, c'est les entreprises de 0 salarié, c'est les indépendants, c'est les structures associatives, c'est l'économie sociale et solidaire, c'est les petites entreprises du bâtiment, de la construction, c'est le secteur du tourisme ou de la culture, ce sont les micro-entreprises, c'est la restauration, l'hôtellerie. Donc c'est les micro-entreprises qui ont été les plus touchées. Alors, on a décidé de faire un fonds qu'on a appelé Résilience Île-de-France et collectivités, et on est allé chercher des partenaires. La région a mis 25 millions d'euros, la Banque des Territoires a mis 25 millions d'euros, 50 millions, et les autres collectivités partenaires ont mis aussi 50 millions d'euros. Et on a réussi, et je crois que c'est assez unique en France, que les 62 intercommunalités franciliennes, les 62 intercommunalités, les territoires de petite couronne et les EPCI de grande couronne, 100% ont cotisé à hauteur de 15 à 20 euros par entreprise de leur territoire. Donc tout le monde a cotisé, gauche, droite, sans étiquette, enfin bref, il n'y a eu aucune réticence de personne. Et on a eu nos 62 partenaires interco. Et puis, on est allé voir la mairie de Paris, qui a accepté d'être partenaire, la métropole du Grand Paris, qui a accepté d'être partenaire, là encore à des montants très élevés, 14 millions pour la métropole, 10 millions pour la ville de Paris. Ça représente à peu près 15 à 20 euros par entreprise du territoire. Et puis, nous sommes venus voir les départements. Alors là, je voudrais remercier doublement les départements, parce que les départements, ça n'est plus leur compétence, le développement économique. Ça n'est plus leur compétence, et ils ont des charges sociales extrêmement lourdes auxquelles il va falloir qu'ils fassent face. Mais Patrick Septier, pour la Seine-et-Marne, n'a pas hésité, parce qu'il sait que les TPE, eh bien, évidemment, c'est comment dire, le sel de la terre seine-et-marnaise, c'est l'ADN de la Seine-et-Marne. Et donc, le département de Seine-et-Marne, le département du Val d'Oise, le département des Hauts-de-Seine, le département de l'Essonne ont répondu présent. Et en fait, voilà, on pourra compter en plus sur eux. À quelle hauteur, Monsieur le Président? Presque 2 millions. 2,5 millions pour la Seine-et-Marne. Donc un gros effort de la Seine-et-Marne qui n'y était en rien obligé. Au contraire même, il a fallu aller convaincre les préfets que les départements qui n'ont plus de compétences économiques pouvaient participer à notre fonds. Voilà. Donc je voulais vous dire que ce fonds résilience, je le sais, il sera particulièrement important pour la Seine-et-Marne parce qu'il y a beaucoup de TPE, beaucoup de PME, et il y a beaucoup de filières très impactées. On est allé aujourd'hui en visite avec Patrick chez un très grand sous-traitant de la filière automobile d'Amarie-Lélis. On est allé tout à l'heure chez Safran à Villaroche, donc aéronautique, automobile, des filières qui sont très impactées. La filière touristique seine-et-marnaise est aussi évidemment très impactée. Donc on a un tissu économique seine-et-marnais qui est un tissu économique qui va souffrir. Et donc il était très important qu'on soit tous ensemble pour aider à répondre. Alors comment ça marche? Résilience. C'est l'objectif. Comment ça marche? Résilience. L'objectif, c'est de toucher 10 000 TPE et PME d'Île-de-France entre 0 et 20 salariés, notamment les 0 salariés, je l'ai dit, notamment les entreprises de l'ESS qui, elles, n'ont pas de plafond de nombre de salariés, les artisans, les commerçants et les associations. Donc c'est totalement souple et flexible. Et c'est pour tous ceux qui ont des besoins urgents de trésorerie, de 3 000 euros pour les 0 salariés jusqu'à 100 000 euros pour les entreprises de 20 salariés. L'objectif est double, c'est relancer l'activité des TPE-PME dans les 6 prochains mois, mais aussi financer tous les coûts d'adaptation indispensables
à la reprise. Ça peut être des investissements matériels, ça peut être des investissements immatériels pour répondre à la nouvelle donne sanitaire. Alors l'intérêt de résilience, c'est que c'est une avance remboursable. C'est donc du quasi-fonds propre. Ça n'est pas de l'emprunt. Et ça peut au contraire aider une TPE ou une PME type un restaurant qui aurait très peu de fonds propres à ajouter des quasi-fonds propres et à consolider ces fonds propres pour pouvoir aller ensuite solliciter un prêt qu'il n'aurait pas pu avoir s'il n'avait pas eu l'avance remboursable résilience. C'est une avance à taux zéro, c'est une avance avec un délai de remboursement de 2 ans, c'est une avance sur 6 ans, et l'idée c'est que ça comble tous les trous dans la raquette. Donc les demandes s'effectueront en ligne grâce à une plateforme unique de dépôt sur toute l'Île-de-France, qu'on soit parisien, qu'on soit Seine-et-Marne, etc., accessible à l'adresse www.île-de-france.fr/fonds résilience. Bon, en réalité, c'est accessible sur le site de la région, et c'est fonds résilience. Et c'est accessible depuis le 11 juin, c'est-à-dire depuis hier. Et je compte vraiment sur tous les partenaires qui sont autour de cette table, la CCI, la CPME, la CMA, le MEDEF et l'UDP, pour faire la promotion de ce dispositif auprès de leurs mandants. Voilà. Et je voulais vous dire aussi que cette union régionale en faveur de nos entreprises, elle fait chaud au cœur, et j'espère qu'elle pourra servir de modèle pour peut-être d'autres régions à venir et d'autres initiatives à venir, dans notre belle région. Voilà, j'ai tout dit. Je passe peut-être la parole au président du département, Patrick Septier, qui a été un grand soutien, vous l'avez compris, pour mettre en place ce dispositif. Et peut-être que Frédéric Valtou voudra ajouter quelques mots sur justement le tissu des commerçants et des artisans de Seine-et-Marne qu'il connaît par cœur, et comment tout ça peut permettre d'aider. Alors j'ajoute, et j'en rajoute une petite couche, c'est que nous sommes en train aussi de travailler à une aide pour les collectivités pour créer des places de marché virtuelles pour les commerçants et les artisans de proximité. Donc Frédéric pourra peut-être en parler. Des aides de 10 000 € pour toutes les mairies qui souhaiteraient faire des places de marché, Montreux Shopping, Moret-sur-Loing commerce, et mettre tous leurs commerçants de proximité en dématérialisé en ligne pour les habitants. Parce que ce qu'on a vu pendant la crise, c'est qu'il y avait une envie de local, de produits locaux. Et on n'avait pas forcément envie de commander sur Amazon, mais on le faisait parce que c'était les seuls qui étaient en ligne. Et quand les librairies sont fermées, les commerces sont fermés, les commerces textiles sont fermés, on commande en ligne. Donc on veut vraiment, si jamais il y a une autre épidémie ou si jamais il y a une autre crise, on voudrait être prêt et que les villes soient prêtes à pouvoir fournir des plateformes en ligne avec tous leurs commerçants. Et on a des outils là-dessus que Frédéric détaillera. Et enfin, troisième belle initiative que nous pilotons, c'est l'initiative L'Île-de-France fête ses restos. L'Île-de-France fête ses restos. Ce sera à partir du 21 juin. Je crois qu'il y a un certain nombre de maires ici qui sont partenaires d'ores et déjà ou qui ont dit qu'ils étaient intéressés. C'est tous les dimanches, à partir du 21 juin et jusqu'à la fin du mois d'août, une belle opération de communication avec évidemment des goodies, des flyers, etc., pour inviter les franciliens au restaurant, en partenariat avec des maires qui s'engagent à mettre à la disposition des restaurateurs des espaces de voirie, des places publiques pendant le dimanche, ou des rues piétonnes pendant le dimanche. Et par ailleurs, les restaurateurs qui participent à l'opération, qui s'engagent de leur côté à faire des réductions, à offrir le café, offrir l'apéritif, offrir les boissons. Voilà. Donc, l'Île-de-France fête ses restos, ce sera à partir du 21 juin. Voilà. Je m'arrête ici. Avant que Pierre Witt représente le BTP. Vice-président. Et des aides aux PME spéciales, PME Covid jusqu'à 800 000 € pour toutes les PME qui voudraient transformer leur outil de production en raison des contraintes Covid. Je rappelle, PME Covid, 800 000 €. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Patrick, pardon. Merci Valérie, très heureux de t'accueillir en Seine-et-Marne après cette journée
purement seine-et-marnaise, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je suis très heureux de vous retrouver tous de façon distancielle et non plus en visioconférence. Nous avons bien travaillé, mais je pense que ça fait du bien quand même de se retrouver physiquement. Alors, on a un petit problème avec ceux qui ont des masques et des lunettes et des chapeaux, mais bon, globalement, on y arrive quand même. Alors, c'est vrai que cette période de crise a mis en lumière, je crois, le rôle des collectivités et puis des chambres aussi. Et c'était important. Un gros travail a été fait ensemble, d'abord pour contrer la crise et apporter ce que l'État ne pouvait pas apporter. En particulier, je parlerai des masques, des blouses, etc. La région a beaucoup fait, le département aussi, près de 13 millions d'investissements sur du sanitaire pur. Masques, blouses, ce genre de choses. À un moment, on fournissait les hôpitaux. Et pas remboursés par l'État parce qu'on les a commandés trop tôt. Voilà, on les a commandés trop tôt. Ah non, mais ça, c'est énorme. Et on ne va pas être remboursé. L'État va rembourser à 50% ceux qui ont commandé après le 13 avril. Mais comme nous, on a commandé le 20 mars, on ne sera pas remboursé. C'est merveilleux. Et donc, il y a eu un gros travail de faire entre les collectivités pendant la crise. Et c'était normal qu'après la crise, eh bien, nous soyons aussi unis pour faire la relance, puisque c'est aujourd'hui ce qui nous intéresse et ce qui est très important. Alors, bien évidemment, le département va avoir aussi son plan de relance, à peu près 45 millions d'euros, avec relance de la commande publique. Nous sommes mis d'accord avec les chambres consulaires pour intervenir sur un certain nombre d'opérations. Je ne vais pas les détailler ici, tout le monde est bien au courant. Et puis, sur les spécificités seine-et-marnaises, le tourisme, la culture, le sport, bien sûr tout le commerce de proximité, mais bien évidemment l'intérêt c'était aussi de se retrouver dans une opération commune, globale, et donc c'est pour ça que nous avons adhéré à ce plan régional, qui est à la fois un plan rapide, qui va se mettre rapidement en place, qui permet aux entreprises aussi d'avoir un guichet unique, c'est-à-dire de faire la demande rapide, d'être instruit rapidement et de pouvoir récupérer les fonds rapidement. Parce que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est la rapidité, c'est l'agilité. On n'a plus de temps à perdre. Il y a des entreprises qui sont vraiment en difficulté et c'est celles-là qu'il faut aider. Et nous, le département, nous sommes très intéressés, même si ce n'est plus notre compétence, et on le regrette quand même un petit peu, parce que nous savons très bien... On a gardé une belle agence. Voilà, on a gardé une belle agence. Et parce que nous savons très bien qu'en investissant dans l'économie, ce sont des personnes qui seront moins en difficulté dans quelques temps, parce que si elles sont en difficulté, bien c'est nous qui paierons. Donc on a intérêt à investir, soit directement, soit avec la région comme nous le faisons, pour avoir moins de personnes qui sont laissées sur le bord du chemin, pour que nous ayons moins à payer après. Bien sûr, je veux dire, il n'y a pas que le problème financier, il y a le problème humain à prendre en compte. Mais financièrement, pour nous, nous savons très bien que ce qui va se passer dans les mois à venir, ça va être une augmentation importante de nos dépenses sociales. Et là, nous serons encore tout seuls, parce que je ne pense pas que l'État aura les moyens de nous aider à financer tout ce qui va se passer. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un ensemble, et c'est pour ça que nous avons adhéré très rapidement à la proposition qui a été faite par Valérie, d'abord de rentrer dans ce plan. Et j'espère que très rapidement, ça va se mettre en place là, dans les jours à venir pour le plus grand bénéfice de nos entreprises locales. Merci. Madame la Présidente, chers amis, bonjour à tous. Un mot pour compléter simplement et sans être trop long le propos de Valérie Pécresse sur d'abord le fonds résilience, pour dire effectivement que sa grande caractéristique, et ce qui a été souhaité par la Présidente, ça a été dit, c'est qu'il est facile d'accès, qu'il est activable rapidement et que globalement il est très simple à comprendre. Et une fois qu'on a compris ça, on est dans la réactivité qu'impose la période et qu'a souhaité pour la région Valérie Pécresse. Donc la forme, la Présidente l'a dit, c'est une avance remboursable à taux zéro qui peut aller jusqu'à 100 000 euros d'une durée de 6 ans et qui est avec un différé de remboursement de 2 ans. Ça parle aux chefs d'entreprise et on voit bien là l'outil d'accompagnement très fort et le levier important
que ça peut représenter pour les entreprises qui seront concernées. Les montants alloués, ils sont par tranche et ils vont bien sûr dépendre de la taille de l'entreprise, jusqu'à 10 000 € pour les entreprises sans salariés, jusqu'à 50 000 € pour les entreprises de moins de 10 salariés, c'est-à-dire jusqu'à 9 salariés, et au-delà, jusqu'à 100 000 €, au-delà pour les les plus grandes entreprises, de 10 à 20 salariés, mais aussi au-delà pour les entreprises du secteur de l'économie solidaire et sociale. Ce bonus pour les entreprises de l'ESS, souhaité par la région, souhaité par Valérie Pécresse, c'est la reconnaissance aussi que ces entreprises jouent un rôle important en période de crise sociale, ou plutôt qu'elles sont particulièrement exposées dans cette période. Et donc cet accompagnement plus fort pour les entreprises de ce secteur leur permettra, ayant déjà à prendre en charge les salariés qui sont souvent en réinsertion, qui sont en tous les cas, qui sont parfois dans des parcours difficiles, ces entreprises, qui sont aussi les plus exposées parce que financièrement souvent les plus fragiles, seront particulièrement accompagnées par la région. Voilà, donc ça a été dit aussi, ça s'adresse à toutes les entreprises qui n'ont pas eu accès au financement bancaire, quelle qu'en soit d'ailleurs la raison, quel qu'en soit d'ailleurs le type de prêt auquel elles auraient voulu avoir accès initialement, quel que soit aussi leur statut juridique, et ça a été dit pour le monde associatif, il faut le noter, les structures associatives peuvent bénéficier et émarger à ce prêt, et puis aussi quel qu'en soit le secteur, puisque là aussi, pas de différenciation, on ne pointe pas sur tel et tel secteur, l'ensemble des secteurs sont concernés. C'est aussi un fonds, il faut le dire, qui sera ouvert aux entreprises en difficulté, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de prise en compte, par exemple, des conditions de fonds propres ou de notation de la Banque de France dans l'accompagnement qui sera fait à travers ce fonds résilience. Alors, très pratique d'accès, ça a été dit par la présidente Valérie Pécresse, ça se fait en ligne et ça se fait avec une réponse qui sera sous 12 jours. Trouver aujourd'hui un organisme qui fait des prêts, qui est capable d'apporter des réponses dans ces délais aussi resserrés, 12 jours entre le moment où on dépose la demande et on obtient la réponse. Les dépôts de demande pour l'instant sont fléchés jusqu'au 31 octobre. Cette date, elle n'est pas forcément inscrite dans le marbre et on verra en fonction, j'allais dire, de l'avancée des choses s'il y a besoin de la bouger. Voilà, donc on est vraiment sur un outil, je le redis, tel qu'il a été précisé, mais on en voit bien dans les modalités pratiques à quel point ce qui a été dit est profondément vrai, rapidement activable, très simple d'utilisation et qui est dans des montants qui est un vrai levier d'accompagnement pour les entreprises qui seront concernées. Voilà. Et puis, comme je suis un peu chauvin étant Seine-et-Marnais, je veux quand même saluer aussi le fait que le département de Seine-et-Marne est parmi tous les départements ayant fait un effort important pour participer à ce fonds, celui qui a fait l'effort le plus notable. Donc, cher Patrick Septier, il faut aussi le dire, et que voilà, la contribution que tu as évoquée fait partie des contributions importantes, la plus importante de celle de tous les départements franciliens. Voilà pour le fonds résilience. Un mot sur les accompagnements pour les commerces. La région a mis en place, il y a déjà plus d'un an, un dispositif assez complet d'accompagnement des commerces qui a été réactivé, en tout cas dans certaines des dispositions qui le composaient à l'occasion de la crise sanitaire que nous connaissons, à travers deux mesures. Une mesure qui a été élargie, qui existait, c'est le chèque numérique pour les commerces qui existait, qui a donc été, dont l'accès a été facilité, dont l'ampleur aussi ou l'importance a été augmentée et dont le type d'utilisation qui était tourné jusqu'à présent uniquement sur des usages numériques pour les commerçants qui voulaient opérer à travers cette aide et s'adapter au virage numérique. Les dispositions ont été, les objectifs ont été élargis de manière à ce qu'ils soient là aussi utilisables pour d'autres types d'interventions, prêts simples, jusqu'à 1 500 € pour des commerçants qui en font la demande. Et puis la deuxième disposition, c'est celle qu'a évoquée Valérie Pécresse à l'instant, c'est effectivement une aide aux collectivités locales qui se lancent dans la mise en œuvre d'un outil numérique pour faciliter l'accès de leurs habitants au commerce local, ces fameuses marketplaces en français qui permettent d'être effectivement des micro-centrales, enfin je veux dire des micro-plateformes plutôt, micro-plateformes locales qui valorisent l'offre locale, aide jusqu'à, je crois que c'est 10 000 €,
c'est ça, 10 000 euros, aide jusqu'à 10 000 euros pour les collectivités locales. À partir d'un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par la région le 11 mai, donc vous voyez, les choses se font en temps direct, 11 mai, réouverture des commerces, 11 mai, lancement de l'appel à manifestation d'intérêt, pour trouver des opérateurs qui seront fléchés par la région, par leur savoir-faire, par leur qualité, voilà, par leur expérience, etc., pour venir être, j'allais dire, à la disposition des collectivités qui se lanceraient. Il y a des acteurs qui seront fléchés par la région pour être les opérateurs locaux des initiatives portées par les collectivités locales. Voilà, c'est très concret là aussi. C'est d'entrée, je veux dire, là, au courant de l'été. On choisit les entreprises la semaine prochaine. Tout ça va très vite. Et ce qui permettra là aussi d'être un plus. On a vu à quel point le commerce de proximité était un commerce, je veux dire, qui était utile et qui a joué son rôle pendant la période de confinement et dans cette période de crise. L'aide qui leur est apportée par la région va permettre aussi d'accompagner les acteurs locaux qui veulent valoriser ce commerce de proximité. Voilà. Merci Frédéric Valtou. Je redis ton nom parce qu'il y a des gens qui sont en audio. Ah pardon. Et donc ils ne t'ont pas vu. Donc c'est pour insister sur les différents intervenants. Patrick, ton nom avait été dit largement. Vous voulez que je passe la parole? Merci. Écoute, on va écouter les chambres. Non, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut parler dans ton groupe encore au niveau de l'économie? Non, c'est bon? Pas de... Bon, je voudrais en passant remercier particulièrement Gilles Bataille, qui te représente grandement sur ce territoire, avec qui on présente la région au niveau des entreprises. On ne distribue pas que des masques, Gilles, mais voilà, c'est important et je voulais le remercier parce que c'est comme avec des gens avec qui je travaille ici, qui font que le monde économique et le monde politique puissent se comprendre. Il ne faut pas se perdre, hein. C'est dangereux, la zone actuelle. Ma chère Elisabeth, toi qui es présidente, doublement il me semble. Oui, c'est gentil, honneur aux dames. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Quel plaisir de vous accueillir en Seine-et-Marne, chère présidente. Alors, je pense que tout le monde me connaît ici, que je fais rarement de la flagornerie, mais je voudrais quand même dire un grand merci au Conseil régional pour toute l'aide qu'il nous a apportée. Et puis, surtout, ce sentiment, puisque j'ai été nouvellement élue présidente de la Chambre régionale d'Île-de-France des métiers de l'artisanat. Donc j'ai eu d'emblée l'occasion d'être en direct dans les calls conférences, comme on dit, et d'appréhender cet environnement qu'on a eu. Et moi, franchement, ça m'a rassurée sur l'instant de se dire tout le monde se bouge et tout le monde est à nos côtés. Et ce n'était pas que des annonces. On voit la réalité. Ça nous a permis, nous, au niveau de la Chambre de métiers de Seine-et-Marne, on est en Seine-et-Marne, je veux parler de la Seine-et-Marne, de pouvoir agir très rapidement, de lancer un SOS artisan. Nous avons tous été confinés, mais pour autant, les services étaient au bout du téléphone. Et pouvoir dire aux gens qu'on allait pouvoir, par tel ou tel biais, les aider. Et aussi savoir que ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. C'est un peu ce qu'on a prêché par rapport à ça. Je remercie également le conseil départemental parce qu'en Seine-et-Marne, on est très gâtés. Merci aussi. Merci à vous deux pour les masques, parce que ça a été une grande affaire. Ça peut paraître anecdotique, mais nous, les entreprises qui étaient ouvertes n'avaient pas les moyens. Ça a été quand même quelque chose, ces masques. Ils n'avaient pas les moyens d'avoir des masques. C'était donc très compliqué pour eux d'être en activité. Et puis quand on a commencé à dire qu'on allait sortir du confinement, ça a été la panique totale, puisqu'on ne pouvait pas équiper nos salariés. Donc un grand merci pour les 400 000 masques qui ont été distribués sur l'ensemble du territoire, plus ceux que le Conseil général, le Conseil départemental nous a octroyés très récemment et qui vont faire des heureux encore. Voilà, donc simplement pour dire que ce sentiment qu'on a eu d'être épaulé est très important. Et puis, quelque chose que je vais dire, alors je suis face à une présidente de région. Vous savez que les chambres consulaires, enfin les chambres de métiers seront au 1er janvier régionalisées complètement. Je vais faire cette transition. J'ai d'ailleurs dit à la première call conférence au préfet de région qui remerciait de la réactivité de la chambre régionale. Non, monsieur le préfet, c'est la réactivité des territoires.
parce que si on ne laisse pas de la possibilité à nos territoires, de l'investissement, je pense qu'on n'aurait pas connu ce résultat. Et je vous remercie beaucoup Valérie, d'avoir compris ça, d'avoir compris que ce n'était pas la centralisation qui jouerait là, et qu'avec l'aide des départements, ils sont là. C'est nous, c'est la proximité. Alors c'est vrai que l'artisanat, j'entends parler beaucoup de commerce, je le redirai encore ici, commerce et artisanat sont très liés. C'est pas parce qu'on a une boutique qu'on est commerçant uniquement, on est aussi artisan, et donc ça va aider l'ensemble. Et ce dernier plan résilience, c'est vraiment pour ceux qui ont été mis de côté et qui n'ont eu le droit à rien, avec des complications, parce que vous savez, pour une petite entreprise, tout le monde n'a pas forcément un expert comptable. Nos services font le maximum pour aider, pour remplir les dossiers et tout, mais la simplicité, la simplification, et ça, c'est une réalité. Alors, un grand merci, Madame la Présidente, un grand merci, Monsieur le Président. Il faudra nous dire si jamais il y a de moindres complexités pour y arriver. Hein. Mais en tout cas, merci à Elisabeth, parce qu'Elisabeth fait aussi partie d'un petit groupe que j'ai monté pour gérer un peu justement mon plan de relance, parce que je voulais avoir le regard des artisans. Et donc, je lui avais demandé d'en faire partie. Voilà. Mais sur les masques, c'est vrai que nous, on a distribué la région 30 millions de masques depuis le début de la crise, 30 millions en Île-de-France. Et si on n'avait pas été là... les 2 premiers millions et demi sont allés directement aux hôpitaux qui n'en avaient pas. Donc, quand j'entends dire qu'il n'y a pas eu de pénurie de masques, voilà. Merci, Madame la Présidente. Jean-Robert Jacquemart, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne. Merci, Jean-Marc. Merci d'avoir organisé cette réunion. Madame la Présidente, chère Valérie, merci. Madame la Présidente, merci. Et pour tous les présidents, je ne vais pas les nommer tous. Hein, ça sera... il y en a beaucoup, ça sera Patrick, Frédéric, Louis, Jérôme, Stéphane. Donc, merci d'avoir réuni. Nous avons fait une enquête en Chambre de commerce sur nos ressortissants au niveau de l'Île-de-France pour avoir leurs sentiments et le vécu. On a eu 5000 réponses. Pour la Seine-et-Marne, on a eu 1000 réponses qui ne correspondent pas à notre norme normale, puisque norme normale, on représente 9,5% du tissu économique d'Île-de-France. Donc on a eu le double de réponses. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que les Seine-et-Marnais ont répondu, les entreprises. C'est pas bien, c'est parce que s'ils ont répondu, c'est qu'ils ont peur, qu'ils sont inquiets et qu'ils sont impactés très fort par cette crise. Et sur les éléments, une entreprise en Seine-et-Marne, une entreprise sur 2 a été concernée par une fermeture administrative. 60% ont eu plus de la moitié de leur chiffre d'affaires diminué. Un grand nombre ont eu 0 chiffre d'affaires, tous ceux qui sont toujours confirmés à l'heure actuelle, malheureusement. Un tiers, donc 30% des entreprises sénégalaises, ne savent pas s'ils vont pouvoir maintenir leur activité d'ici la fin de l'année. 6% pensent que de toute façon, c'est mort pour eux. Ils étaient déjà un peu en difficulté avant. Ils sont relativement âgés et ils disent, bon, allez, on va arrêter. Ça représente 6%. Et la moitié vient des efforts de trésorerie qui leur manque et en même temps de la mise en place des équipements sanitaires à mettre en place pour pouvoir recevoir le public. Et 60% des entreprises sénémarnaises ressortissant de la Chambre de commerce ont eu recours au chômage partiel. Donc la situation est quand même très très grave. Je voudrais rendre hommage moi, au personnel de la Chambre de commerce, bon, y compris ceux de la Chambre des métiers. On a fait une cellule de crise. On a eu plus de 50 personnes pour répondre aux entreprises. Ils ont été submergés. Ils sont très fiers d'avoir bossé comme des fous pour pouvoir rendre service aux entreprises et leur donner tous les moyens, leur expliquer tous les moyens que vous avez mis en place. Ils ont été extrêmement dévoués. Et quand le téléphone ne sonnait pas, ce qui était quand même un peu rare, ils appelaient les entreprises pour leur demander de quoi avez-vous besoin, de quoi avez-vous peur, etc. Donc ça a été un travail phénoménal. Et je rends hommage au personnel des chambres de commerce et des chambres de métiers parce qu'ils ont été vraiment efficaces. Mais ils ont été efficaces parce qu'il y avait en face des moyens. Et les moyens, c'est vous qui les avez mis. Et je dois tirer mon chapeau, parce que souvent, on critique les politiques qui font blablabla. Sauf que là, il y avait des moyens, il y avait des choses. Et bravo, parce que ça a été vite fait. Or, on avait besoin de pouvoir répondre tout de suite. Et en 15 jours de temps, vous avez mis en place un certain nombre d'éléments. Alors, après, il y a la mise en route. Bon, c'est plus long parce que vous êtes submergé. Sauf que vous l'avez fait. Et moi, je tire votre chapeau. C'est parce que si vous n'aviez pas été là, je pense que le pays entier
il était effondré, que ce soit la Chambre régionale ou la Chambre départementale, Conseil régional ou départemental, vous avez été efficace. Le gouvernement aussi, il a fait ce qu'il a fallu au niveau des DGFiP pour le chômage partiel. D'habitude, ça va. Bon, mes enfants, ils ont une entreprise. 5 jours après, effectivement, l'argent de remboursement, ils sont au chômage total. 5 jours après, l'argent est là. Donc, efficacité, c'est ce que les gens ont besoin. Maintenant, les gens ont besoin d'autre chose, les entreprises, ils ont besoin de confiance. Et là, il y a un gros travail à faire. On a des entreprises qui s'ouvrent parce qu'il manque de personnel, curieusement, pour certaines entreprises. Il y a le fait que les enfants n'ont pas pu aller à l'école. Et il y a beaucoup de parents qui restent. Et les entreprises, ils n'ont pas les employés pour ça. Donc ça va se régulariser, j'espère, après le discours du président dimanche. Peut-être qu'on va pouvoir reprendre le travail. Vous avez raison de demander, Madame la Présidente, qu'on reprenne avant le 22. On aurait dû reprendre déjà temps normal. C'est particulièrement vrai pour la Seine-et-Marne. On était vert, nous. Depuis longtemps. La Seine-et-Marne est un département vert depuis à peu près 2000 ans. Donc, on est resté vert. Donc, d'ailleurs, il y a qu'à voir autour de la table, on est tous verts. Donc, non, mais réellement, la Seine-et-Marne aurait dû, bon, par solidarité, par nos collègues du 93 et 95, on n'y est pas passé, mais il fallait le faire. Il n'y avait pas raison, pour moi, à maintenir. Donc, dès qu'on va pouvoir reprendre, les entreprises sont prêtes. Bon, à part ceux qui vont s'ouvrir, il va falloir continuer à les accompagner. Et la Chambre de commerce, le personnel de la Chambre de commerce, votre fonds résilience, on sera là, on va le diffuser, vous inquiétez pas, on fera le nécessaire. Merci encore. Merci Jean-Robert pour ton intervention. Tu n'as pas parlé de ce que vous avez créé pour ce qui était la proximité, pour que les commerçants de proximité trouvent quand même le moyen de vendre leurs produits au travers d'un site internet qui avait été vraiment admirable parce que ça a super fonctionné. Les gens ne payaient pas pour aller dessus, ne payaient que s'ils vendaient. Enfin, je veux bien que tu en dises 2 mots. Merci. Oui, merci. Je te rappelle que hier soir, tu m'as dit c'est 2 minutes, donc il y a des sujets. Il y a des sujets. J'applique. Il y a des sujets. Tes enfants, c'était sympa, mais celui-là, je veux bien que tu en parles un peu. Bon, en fait, la Chambre de commerce a créé une plateforme qu'ils appellent Vivons Local, qui permet de... Et elle a été montée en 1 semaine. En temps normal, on aurait mis 3 mois. Là, en 1 semaine, on l'a montée. Et ça permet à tous les artisans et surtout aussi les commerçants des marchés, puisque les marchés en Seine-et-Marne ont été fermés au début, de pouvoir écouler leurs marchandises. Mais cette plateforme-là les aide à créer leur site informatique, parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Et les commerçants de base, ils ne savent pas. Donc, ça leur a permis de le créer. Et une fois que ça va s'arrêter, ça s'arrêtera au moment où la crise s'arrêtera, ils garderont leur site informatique qui a été créé par cette plateforme. Et elle est diffusée, les gens peuvent soit venir chercher chez les artisans, soit les soirs sont acheminés chez les particuliers. Donc ça a été fait, vivons local, en 1 semaine. Bravo aux équipes. Merci beaucoup. Pardon, peut-être vice-président du département. Je suis désolé, je suis pas tout excuser. Bienvenue, chère présidente en Seine-et-Marne. La journée était dense. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, évidemment, insatisfait suite à ce qui nous est proposé sur ce fonds résilience où, à bien regarder le public concerné, l'entreprise concernée, on a l'habitude de dire que les territoires bouchent les trous dans la raquette, mais là j'ai l'impression qu'on fait tout le cordage de la raquette. Parce que, en effet, ces entreprises de 0 à 20 qui sont un maillage très important en Ile-de-France, aussi en Seine-et-Marne, je le sais, et qui sont à des difficultés aujourd'hui financières importantes. Ça vient d'être dit, il faut qu'ils retrouvent la confiance, mais la confiance ne fait pas tout. Il faut aussi qu'ils retrouvent un peu d'énergie, et de par ce prêt, je pense qu'ils vont retrouver l'énergie. J'en profiterai, je l'ai entendu tout à l'heure de mon voisin d'à côté, remercier aussi et féliciter toutes ces entreprises qui n'ont pas fermé durant cette crise, qui sont restées ouvertes. On n'en parle pas aussi assez, parce qu'eux, ils vont avoir besoin d'aide maintenant. On n'y pense pas forcément parce qu'ils ont beaucoup travaillé, mais maintenant il faut vendre les produits qu'ils ont stockés. C'est aussi un petit peu dur. Donc voilà, c'est juste une réflexion à avoir.
On entend les entreprises qui fabriquent des masques et qui n'arrivent pas à les vendre, mais on a aussi des entreprises qui ont travaillé pendant cette crise et qui aujourd'hui, les stocks, c'est paradoxal, sont pleins, mais il faut aussi maintenant déstocker un peu localement. Voilà, donc si on pouvait aussi y penser. Donc évidemment, alors sur l'économie, un grand merci, et puis sur le tourisme, zone sinistrée, et encore jusqu'au 22, j'espère que ça va se dégager, l'horizon va se dégager avant. L'Île-de-France très impactée, première région française sur le Visitorat. La Seine-et-Marne n'arrive pas très loin derrière Paris. Mais pour autant, nous avons des acteurs. Hier, j'étais en conseil d'administration des gîtes ruraux. Ils se posent plein de questions, ils sont angoissés. Voilà, donc rendre notre département et notre région attractifs, on va tous mettre notre énergie dedans et le département, il travaille avec ardeur. Mais dans tous les cas, il va aussi falloir aider les acteurs parce que c'est une vraie chaîne qui se mobilise, qui est soudée, mine de rien, mais encore une fois, la confiance, ils vont vite la retrouver, mais je crois que si on peut les aider à mettre un petit peu de beurre dans les épinards, ça ne sera pas plus mal pour rendre le service qu'ils rendent à notre territoire et à l'ensemble vraiment à l'ensemble de notre territoire. On a besoin d'eux, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Mon cher Stéphane Sajou, président de CPME Seine-et-Marne, oui. Je te passe la parole. Merci Jean-Marc, bonjour à tous. Alors, je suis un petit peu ennuyé parce que j'ai aussi envie de vraiment dire merci très sincèrement. Pour plusieurs raisons. Celle qu'a évoquée Elisabeth, merci beaucoup pour les masques, parce qu'en fait les masques c'est une action qui était peut-être un peu effectivement anecdotique, mais en tout cas ça a eu un effet rassurant pour les avoir distribués aux mains propres aux entreprises, aux TPE sur le territoire. Ça a eu un effet rassurant et un effet de mise en confiance. Merci aussi pour tous ces dispositifs qui sont mis en œuvre et qui ont été mis en œuvre en termes d'accompagnement très rapidement par la région. Donc merci à vous, Valérie Pécresse. Merci aussi à notre président Septier qui est toujours derrière nous. Et puis j'augmenterai un petit peu mes remerciements par une appréciation personnelle sur le travail collectif qui est mis en place en Seine-et-Marne. Vous savez peut-être qu'on a le comité de liaison économique du 77 qui nous réunit toutes les OP, les 11 OP sur le territoire assez régulièrement. Il y a un travail collaboratif qui est fait avec le conseil régional au travers du conseil stratégique qui a été mis en place par Jean Gaillard, qui est présidé par Jean Gaillard, le président du tribunal de commerce de Melun. Et donc, merci à Jean-Marc de nous avoir invités à cette table. On a l'habitude de se rencontrer, mais en tout cas, grand merci Jean-Marc à chaque fois de nous solliciter et de nous y inviter. Donc voilà, c'est un travail collectif qui a été mis très rapidement en place. J'ai pu, moi, en tant que jeune président, là, je vais m'autoriser ça, de la CPME, goûter au service et au dialogue avec Guillaume, avec vous, à plusieurs occasions pour mettre en place tout ça. Donc ça, je dirais que c'est de la vraie réelle politique. Et puis, pour corroborer un petit peu mon intervention, j'aimerais qu'on parle beaucoup aujourd'hui dans le monde politique et dans le monde sociétal, tout court, du monde d'après. Et pour les entreprises, il y a quand même un monde de tout de suite après. Jean-Robert en a parlé, et nous, on commence à voir, j'aimerais vous interpeller, enfin pas vous interpeller, mais en tout cas signaler en tant que sentinelle les sujets qui se présentent aux entreprises pour la rentrée de septembre, qui vont être des sujets importants. J'isolerai juste 3 petits sujets. On a eu effectivement en tant qu'entrepreneur des prêts, des avances remboursables. Clairement, on voit que nos entreprises aujourd'hui ont des capitaux propres et des capacités d'autofinancement qui s'écroulent. Et donc, dans le monde de tout de suite après, qui va être celui de la fin de l'année, pour éviter qu'on ait beaucoup de monde dans les tribunaux de commerce, je pense qu'il va falloir qu'on pousse tous au niveau régional, au niveau national et dans les messages que l'on porte pour essayer d'avoir de l'argent frais qui ne sera pas remboursé, parce que sinon, on va aller à la catastrophe. Et vraiment, je le sens, je le ressens dans le discours et dans le dialogue et dans l'exercice même pratique de mon entreprise. Le sujet qui va avec ça, c'est aussi le sujet de la prise en charge du chômage qui va passer de 100% probablement à 85%, avec un reste à charge à l'entreprise du coup. Si on veut aussi maintenir l'emploi dans nos entreprises, je pense qu'il va falloir aussi qu'on porte des messages de ce côté-là pour continuer à avoir des souplesses qui soient vertueuses et qui soient vraiment assez pointues. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi pour les entreprises, mais qu'on puisse continuer à soutenir l'emploi dans les territoires, dans nos petites entreprises, ça me paraît très important.
Troisième sujet, des inquiétudes qui se soulèvent aussi beaucoup de la part des chefs d'entreprise qui ont aujourd'hui des emprunts en cours avec des cautions personnelles qui sont portées sur ces emprunts en cours et qui se projettent dans une situation de liquidation ou de plan de redressement à court terme et qui sont très inquiets sur qu'est-ce que vont devenir ces cautions personnelles. Donc c'est aussi un petit sujet qu'il faut avoir en tête pour peut-être regarder un petit peu plus loin ce qui va se passer. Si on est plus positif, il faut l'être positif en ce moment. Je crois qu'on l'est tous autour de la table, sinon on ne serait pas là à mettre les gaz tous les jours et à se réunir autant de fois que l'on peut le faire pour faire avancer les choses. Je pense que dans le risque qu'il y a dans des entreprises qui risquent d'aller de se présenter au tribunal de commerce dans des mauvaises positions, on a un risque de désintégration des structures sociales de ces entreprises-là, c'est-à-dire de l'emploi, de l'organisation commerciale, de tous les actifs. Et je pense qu'il y a peut-être aussi des entreprises qui vont avoir capacité peut-être à faire de la croissance externe et peut-être à réincorporer ces structures-là pour les faire continuer à vivre dans ce schéma-là. Et là, c'est pareil, il va y avoir un problème financier qui va se poser parce qu'en général, ces financements-là se font par des LBO, des systèmes de financement qui passent au travers de l'entreprise qu'on rachète. Et là, si on a des CAF et des capitaux propres qui sont écroulés, forcément, ça ne deviendra plus possible. Donc, je pense aussi qu'il faut avoir un petit message d'alerte aussi sur ce sujet-là pour qu'on essaye de se projeter dans le monde de tout de suite après et que celui d'après soit possible et permettre le redéveloppement de nos entreprises sur la reprise. Mais en tout cas, je termine mon intervention à nouveau sur un merci très sincère. On a fait de la réelle politique tous ensemble avec vraiment des décisions qui ont été prises et qui ont été mises en œuvre rapidement. Et je vous remercie vraiment très sincèrement de ce travail. Et moi, je voulais dire à Stéphane qu'on était prêt à la région à travailler sur une aide à la reprise d'entreprise. Parce qu'effectivement, le sujet va se poser sur deux sujets d'ailleurs. L'aide à la reprise d'entreprise et la formation aussi à l'entrepreneuriat. Parce qu'on va avoir des demandeurs d'emploi qui auront un savoir-faire, qui ont peut-être exercé un métier de manière tout à fait... avec beaucoup de talent et qui sont juste impactés par la crise. Et on va financer, c'est la première fois que la région financera ça, des aides individuelles au retour à l'emploi, création d'entreprise. C'est-à-dire, vous êtes chômeur, vous demandez une aide individuelle à la reprise, au retour à l'emploi. Cette aide individuelle, c'est une formation de création d'emploi, de création d'entreprise ou de reprise. Oui, parce que je pense qu'on peut avoir des gens qui seraient tout à fait en capacité de reprendre, qui auraient le bon âge, parce que j'ai bien entendu ce qu'a dit Jean-Robert, c'est souvent ceux qui vont laisser la clé sous la porte, c'est ceux qui sont à deux doigts de la retraite ou qui avaient peut-être déjà dépassé l'âge et qui vont dire bon, là, je n'ai pas l'énergie de repartir avec toutes les difficultés que ça comporte. Et là, on peut avoir une génération de cadres ou d'artisans qui, eux, se sentent tout à fait capables de sauter le pas, justement, et qui vont peut-être prendre appui sur cette crise pour... Et donc, c'est une question de génération. Et nous, on sera là, pour payer les formations. Vous serez là pour les faire, j'imagine. Et puis, cette question de la reprise d'entreprise, s'il y a une aide à mettre en place, comment, sous quelle forme, pour inciter à la reprise. On est prêt à travailler. On a mis, dans le budget qu'on a voté, on a mis 75 millions de côté, dans le budget, de crédits supplémentaires qu'on a mis en place pour le développement économique, pour essayer, si à l'automne on a des idées de dispositifs qui seraient utiles. Donc voilà, on a vraiment mis une énorme, comment on dit, comment ils ont appelé ça, poche financière, enveloppe, poche de secours, que ce soit pour les filières, les sous-traitants des filières automobiles, aéronautiques, etc., mais aussi pour créer ce genre de dispositif. La parole va circuler. Merci Madame la Présidente. Normalement, je dois prendre un peu la parole, mais là, tout le monde a tout dit tout de tout. Je vais juste dire 2-3 choses, parce que par rapport, qui sont un peu sur les zones d'accompagnement, le MEDEF aujourd'hui, tous les MEDEF franciliens aujourd'hui ont fait un webinaire avec Renaud Galvez, votre directeur des aides aux entreprises du Conseil régional. Donc on est toujours là, et on vous accompagnera et fortement, et toute la région dans leur représentation départementale et régionale. Et vous le savez, est avec vous. Vous avez parlé tout à l'heure de l'économie sociale et solidaire, qui est génératrice d'emplois. Le MEDEF de Seine-et-Marne a été le premier MEDEF à les accueillir au sein de son conseil d'administration,
au sein du développement et à soutenir le développement de l'économie sociale et solidaire. Le capital n'a d'intérêt que s'il génère de l'emploi. Si le capital, pour générer du capital, laissons ça à d'autres gens. Nous avons besoin d'emploi, nous avons besoin de vivre sur notre territoire. Et c'est ma façon à moi d'être président de ce MEDEF, qui s'appelle le Mouvement des entreprises de France. Et la différence entre un MEDEF et d'autres associations, c'est que le MEDEF, on ne peut y rentrer que si on a des employés. On n'existe pas au MEDEF si on n'emploie pas des gens. Et c'est le plus important, l'employabilité est pour nous une permanence et un souci permanent. Voilà. Je voulais juste dire 2-3 choses comme ça. Et ça n'empêche pas que le tsunami, il est toujours en marche et que les entreprises, dans un an, vont se retrouver à devoir emprunter, à rembourser sur 5 ans, et que pendant ces 5 ans, elles ne pourront plus emprunter. C'est ça le problème économique dans lequel on s'est mis. Hein, puisque le chiffre d'affaires n'est pas fait. L'argent qu'on a emprunté, l'argent qui est rentré, il n'est pas fait sur un chiffre d'affaires, il est fait sur zéro. Donc c'est ça la peur, en fait, le plus fondamental, c'est ça le risque le plus grand, c'est qu'on va arriver à un moment donné où il n'y aura plus de prêteurs. C'est à un moment donné, maintenant, vous êtes déjà endetté. Alors Jean-Marc, voilà. quand tu me parles de ça, je comprends très bien parce que je gère Île-de-France Mobilité. Voilà, 10 milliards de recettes par an, 26% de perte de recettes cette année, 2,6 milliards de trous et des besoins d'investissement évidemment pour du matériel neuf, des nouvelles lignes, etc., etc. Donc soit je coupe tous les investissements, soit je trouve 2,6 milliards d'ici la fin de l'année, en n'ayant pas la capacité, parce que je suis un établissement public administratif, de m'endetter pour faire du fonctionnement. Donc tu vois, je suis dans une quadrature du cercle assez délicate. Mais je vois bien ce que tu veux dire par l'idée qu'il ne faut pas qu'on se surendette sur la crise. C'est pour ça qu'on a fait des avances remboursables. Les avances remboursables, c'est pas tout à fait des prêts. Hein. C'est garanti 100% région et ça se met en quasi-fonds propres sur le bilan. Merci Madame la Présidente. Peut-être, pardon, je pourrais passer la parole, mon cher Pierre. Donc Pierre qui est ancien président de la Chambre, enfin voilà, qui est un homme, c'est Pierre quoi. Pierre vite. Moi je vais m'associer. C'est bon. Je m'associerai à tous les remerciements, mais j'en rajouterai pas. Je crois qu'on a fait le tour. Je voudrais être assez terre à terre. Je représente ici la fédération du BTP et je voudrais vous faire part des inquiétudes qu'on a par rapport à la poursuite d'un certain nombre de projets qui étaient engagés par les maîtres d'ouvrage qui sont ici devant et qui aujourd'hui sont suspendus. Alors suspendus soit à des problèmes de renouvellement de conseils municipaux, soit suspendus à des problèmes de financement. Et je pense que ça, c'est aussi le carburant des entreprises. Hein. Faisons en sorte que les entreprises puissent continuer à avoir de l'activité à se mettre sous la dent, parce que c'est bien de leur fournir des PGE, mais bon, c'est pas ça qui les fera vivre. Hein. Donc, je crois qu'il faut accentuer l'effort d'équipement dont notre pays a besoin. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, ça concerne, alors c'est encore plus terre à terre, la prise en compte des surcoûts liés au Covid-19. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de doctrine établie sur le sujet. La région s'est exprimée, à travers vous, avec des propos qui semblent rassurants. On ne les retrouve pas tout à fait encore sur les chantiers. J'ai 2 lycées sur Paris où là, ça semble beaucoup plus difficile. D'ailleurs, je vous dis au passage que c'est dommage qu'on n'ait pas pu travailler dans les lycées pendant qu'ils étaient fermés. Parce que là, on va rattaquer les lycées. Je l'ai demandé, mais il me semble que votre branche ne l'a pas souhaité. Ouais, enfin, je ne sais pas ce qui m'a été dit, mais bon, on va pouvoir retravailler lundi. Il va falloir gérer maintenant l'environnement d'un lycée, ce qui n'est pas facile. Voilà. Et puis, bon, la prise en charge... Ils sont encore fermés, hein, les lycées. À part les lycées professionnels, oui, ils sont encore tous fermés. Hein. Les lycées professionnels sont ouverts, mais les autres lycées sont tous fermés. Donc, si vous voulez, il y en a quand même encore à peu près 350 qui sont fermés. Hein. Ouais. Mais on va quand même pouvoir intervenir néanmoins dans ces lycées. Et puis, la prise en compte des surcoûts liés aux dispositions particulières. Je ne sais pas quelle est votre position là, et j'en profite aussi pour Patrick Septier, quelle sera la position du conseil départemental par rapport, entre autres, aux travaux de collège, centres de secours et autres.
Alors, on a d'abord dit très très vite que la région ne ferait aucune pénalité de retard pour tous les chantiers. Alors, cela dit, pas de pénalité de retard pour les chantiers, ça n'autorise pas à dépasser de 6 mois la date de restitution du chantier. Parce que là, j'ai un petit sujet avec la ligne 14 qui devait être inaugurée, vous savez, à Saint-Ouen en septembre, et où on a eu 2 mois de confinement, on m'annonce 6 mois de retard. Là, vous voyez, à un moment, j'ai de la patience, mais de temps en temps, j'ai des petits infarctus comme ça, répétés, mais pour l'instant, je survis. Petite crise cardiaque. Donc voilà, donc je pense qu'il faut que le BTP aussi mette aussi les bouchées doubles sur certains chantiers qui sont des chantiers qui sont vraiment emblématiques et vraiment urgentissimes. Donc nous, on est prêt à assumer une part de surcoût, évidemment pas tous les surcoûts, qu'il faut qu'on négocie. J'avais cru comprendre que la fédération sur 50-50 serait prêt à toper. Donc on va voir, mais effectivement, il faut qu'on discute. Il faut qu'on voit aussi combien vous avez eu de chômage partiel. Enfin, voilà, est-ce que vous avez vraiment eu des surcoûts pendant le Covid ou est-ce qu'en fait il n'y en a pas eu? Enfin, donc c'est une petite négociation avec le donneur d'ordre, on va dire. On va payer les yeux fermés. Mais oui, on est prêt à assumer une part des surcoûts, bien évidemment, et on sait qu'on devra le faire. Ne serait-ce que les coûts de reprise des chantiers avec les distanciations, les nouvelles normes, les nouvelles obligations. Non, mais ça, on a bien conscience qu'à un moment donné, on sera obligé de prendre une part des surcoûts à notre charge. On le sait. Cela dit, la poche du contribuable n'est pas extensible. Donc, si on prend trop de surcoûts sur certains chantiers, il y a des chantiers qu'on repoussera. Donc, il faut aussi, il faut aussi être raisonnable sur ce qu'on demande à la puissance publique. Hein. On n'est pas. Nous, on a. Alors, simplement, la bonne nouvelle que je peux vous annoncer, c'est que nous, on est prêts. Parce que la région, comme je vous l'ai dit, était très bien gérée, qu'on s'était désendetté, qu'on avait baissé nos dépenses de fonctionnement. Donc nous, on était en bonne forme physique. Et c'est ça qui va nous permettre, je pense, de vous aider puissamment dans la crise. C'est qu'on est prêt en septembre à mettre en place l'étape 2 du plan de relance. Le 1,3 milliard, là, c'est de l'argent à dépenser maintenant. L'étape 2, c'est un très gros, très puissant plan pluriannuel d'investissement. Lycée, transport, culture, enseignement supérieur, recherche, université, enfin bâtiment. Donc on est prêt à le faire. On aimerait entraîner l'État avec nous, qui pour l'instant a l'air d'être un peu impécunieux, mais enfin franchement c'est dommage que l'État ne vienne pas. Normalement on a des clés de répartition où c'est du 1 pour 1 pour certains chantiers, du 3 pour 1 en matière de transport, 3 pour la région, 1 pour l'État. Enfin bref, on aimerait bien que l'État soit partenaire. C'est ce qu'on appelle le contrat de plan État-région. Voilà, donc on est en train de négocier avec l'État pour voir ce qu'on peut faire. Mais nous, on est prêt, en tout cas à la région, on a les moyens financiers de s'endetter, parce qu'on est en très bonne santé financière, et on le fera compte tenu de l'urgence. Voilà. Et j'ai dit à mon opposition qui m'avait demandé pourquoi est-ce que je m'étais désendettée après avoir gagné, pourquoi j'avais réduit mes dépenses. Je leur dis, vous voyez, c'est pour faire face à une situation comme celle d'aujourd'hui, en étant en bonne forme. Il y a des régions qui sont très surendettées aujourd'hui, et qui n'ont pas les moyens que nous avons aujourd'hui pour remettre au pot, en fait. Voilà. Donc, on s'appuiera beaucoup sur le BTP dans les mois qui viennent. Pierre, un mot sur le département. Alors, nous sommes dans la même logique que la région. Hein. Nous sommes beaucoup désendettés, ce qui nous a permis de financer une partie, comme je disais tout à l'heure, au moment de la crise sanitaire, et comme je le disais également tout à l'heure, de relancer la commande publique. Là, je vais passer le 19 juin, 40 millions de plus en investissement. Nous étions déjà à 250 millions, ça ne s'était jamais fait en Seine-et-Marne. Et donc, on va remettre 40 millions pour des opérations essentiellement de BTP. Donc, voilà, on a vraiment conscience, mais on ne peut le faire que parce qu'auparavant, ça avait été bien géré. Et c'est vrai que, comme pour un certain nombre de régions, il y a un certain nombre de départements qui ne peuvent pas le faire. Voilà. Donc on a bien conscience de la chose, et donc on va relancer par l'économie, par l'investissement, et donc au profit de l'ensemble des entreprises. D'ailleurs, Jean-Philippe parlera peut-être de la rénovation énergétique des lycées, qui est un gros projet. Oui, à partir de... Ah oui, j'ai oublié de vous parler. À très court terme, 1er juillet, on lance le budget participatif environnemental. On profite des élections municipales, qui seront passées le 28 juin. Moi, je voulais absolument qu'on revote dès que possible, parce que sans maire, c'est difficile de faire des projets dans les villes.
Donc, à partir du 1er juillet, on ouvre 100 millions d'euros de budget participatif environnemental. C'est quoi? C'est des projets portés soit par les associations, soit par les entreprises, soit par les mairies, en matière environnementale. Donc, ça peut être des pistes cyclables, ça peut être de l'énergie renouvelable, ça peut être de la rénovation thermique de bâtiments, ça peut être du bio, du paysage, du verdissement, enfin voilà, toutes sortes d'investissements qui peuvent être financés aujourd'hui par la région et qui sont majorés s'ils sont dans le budget participatif. Et puis on va relancer ce qu'on appelle le plan pluriannuel d'investissement lycée avec un énorme plan de rénovation thermique des lycées. Voilà. Donc on est à fond sur l'investissement nous aussi, et nous, chez nous, ça se chiffrera évidemment en milliards d'euros. Merci beaucoup Valérie. Il y a des questions ou des interventions? Je t'en prie. Juste une, je vais pas être. Je te laisse te présenter. Je me présente donc Laurent Krief. Alors j'ai pas d'étiquette ou autre comme il y a sur les tables. Je dirige une entreprise du bâtiment, donc c'était pour continuer et peut-être terminer sur le bâtiment, une entreprise d'électricité de 540 salariés en Seine-et-Marne. Donc Seine-et-Marnais depuis très 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 longtemps. Alors pour terminer sur le bâtiment, en fait, j'ai une question, parce qu'on parlait de la partie publique, et effectivement on vous remercie de tout ce que vous faites au quotidien depuis longtemps pour soutenir les entreprises avec les investissements publics. Mais le bâtiment, c'est aussi des promoteurs privés. Et donc toute la partie privée, on se bat en fait tous les jours avec les promoteurs privés pour le surcoût Covid. On en parle pour la partie publique et quelle est la participation en fait du public là-dedans, mais les promoteurs privés, on n'arrive pas à les gérer. Muriel Pénicaud avait un petit peu lancé que la Fédération du bâtiment allait peut-être avoir une loi qui permettrait de dire les promoteurs privés, vous allez prendre 50, 60, 70% du surcoût du Covid. Aujourd'hui, on a déjà, nous, beaucoup de coûts en fait, liés à l'achat de tout ce qu'on doit mettre en place pour protéger nos salariés. Et en plus, on doit participer aux coûts sur les chantiers pour ce qui est des infections, etc., etc. Donc on a besoin d'un peu d'aide là-dessus. Alors pas de l'aide financière, mais plutôt de l'aide en légiférant, vraiment là-dessus pour dire les promoteurs privés, vous prenez 50, 60, 100%, parce que tout le monde ne fait pas pareil, ça nous coûte entre 1% et 1,5% des marchés, en plus de ce qu'on dépense déjà, qui représente 0,5 à 1% de nos marchés, à titre purement de l'entreprise pour protéger nos salariés. Donc là, il faudra un petit coup de main là-dessus. Pour faire remonter ça. Je vais en parler à nos parlementaires. On a 90 parlementaires en Ile-de-France et je les réunis la semaine prochaine pour leur parler d'un autre sujet qui sont les transports en commun. Mais j'en profiterai pour relayer le message sur les surcoûts. Loïc, je te présente, s'il te plaît. Très bien. Bon, moi, je suis chef d'entreprise. Mon entreprise, elle est juste derrière le bâtiment, là derrière. Donc, je suis venu à pied. C'était pas très difficile. Donc, et j'ai continué à travailler, merci Jérôme d'en avoir parlé pendant tout ce temps-là. Donc j'ai pu observer la chose de façon réelle et en temps réel. Et tu n'es pas dans le BTP, c'est juste. Et je ne suis pas dans le BTP, je suis dans l'industrie. Donc c'est complètement différent. On fabrique des digicodes pour être simple. Bon. Moi déjà, je vais remercier parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec les équipes régionales. Donc c'était j'ai notamment contracté un PM-Up Covid-19 parce qu'on a eu une super idée. On a dit maintenant on va faire des digicodes qui s'auto-nettoient. Parce que vous savez, quand vous avez du mal qui s'auto-nettoient, oui. Mais pas, on n'a rien à mettre dessus. Hein. Vous savez, quand on a des ascenseurs qu'on appuie sur le truc, là c'est un peu dégueulasse. Là, ça ne sera pas dégueulasse, ça sera déjà nettoyé tout seul. Donc on a sollicité pour ce produit-là, la Covid-19, et j'ai eu vraiment un travail excellent des équipes. Donc, déjà, je peux le dire. C'est une super idée. Oui, mais c'est des super équipes aussi qui ont bien compris. Et notamment les gens qui ont été déplacés pour faire des choses particulières à ce moment-là, ils ont été vraiment exceptionnels. On a vraiment choisi les gens, donc je vois une chose intéressante là-dessus. Ensuite, moi, ce que j'apprécie beaucoup, et ça venant de tout le monde, c'est la manière procédurale qu'on a eu d'évaluer les choses. On est déjà en train de parler de l'étape de septembre, octobre, etc. Et que ça va continuer pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'il va falloir à chaque étape réfléchir de façon agile et autonome sur la façon de fonctionner. Là, on n'est que dans des étapes, les choses vont arriver. Ce ne sera pas que de l'argent. Il y aura plein d'autres choses à faire. Et ça, j'apprécie beaucoup que ça se passe comme ça. Et je pense que là, on a l'impression qu'on a une vision. C'est déjà pas souvent le cas. Mais là, en tout cas, je tiens à le dire. Alors, moi, je travaille déjà avec vos équipes
notamment pour l'export, le commerce extérieur, donc avec Madame Dublanche. Et donc ça c'est un point qui est un peu... En ce moment on le met un peu de côté, c'est normal, c'est tout à fait normal parce que mais il faudra à un moment donné y penser aussi. Je pense qu'il faut vraiment penser à ça. Et je suis tout à fait d'accord avec l'idée de l'échec, avec mes discussions, à travers les discussions que je peux avoir au sein du MEDEF, mais dans plein d'autres endroits, on voit bien qu'il y a des patrons qui n'en peuvent plus, soit ils sont trop vieux, soit ils en peuvent plus. Quelle est la raison, on s'en fiche. Il y a plein de choses. C'est-à-dire que grève, Covid... Ouais, alors je suis pas là pour donner une insatisfaction. Je suis en train de dire c'est que ces patrons-là, ils vont s'en aller et que je suis tout à fait d'accord qu'il faut reprendre, il faut que la relève arrive derrière. Il faut trouver la façon de le faire. Ça va arriver dans peu de temps. Je pense septembre, octobre, effectivement, il va se passer des choses comme ça. Donc cette anticipation des différentes étapes, il faut vraiment établir un Gantt ou un PERT, enfin ce que vous voulez, mais qu'à la fin on arrive à accompagner ce processus-là. Ça me semble très intéressant. Et les chiffres que je peux voir maintenant, moi, le carnet de commandes, puisque je travaille à 50%. Ouais. Oui, il s'auto-nettoie celui-là. T'as raison. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on a toujours travaillé, donc on a toujours vu arriver le carnet de commandes, etc. Il y a une chose qui m'inquiète en ce moment, c'est très simple, mais c'est conjoncturel, c'est maintenant, là, tout de suite, c'est pas dans 2 mois, c'est que l'international, 50% de mon chiffre d'affaires, hein, donc 50 en France, 50 à l'international, eh bien, reprend beaucoup plus vite que la France. Donc, on peut dire ce qu'on veut, mais on le voit alors dans le bien d'équipement. C'est un bien d'équipement, moi je vends dans l'industrie. Donc, et c'est conjoncturel, il se passe trop de choses. Les profs ne veulent pas garder les enfants parce que c'est pas leur boulot. Puis à la fin, les ouvriers veulent rester à la maison, et puis ainsi de suite, quoi. Il y a tout un enchaînement dont il faut faire une analyse micro, mais c'est pas le but du jeu. Donc, vraiment, on va prendre 2 mois dans la vue. C'est bien dommage. Voilà, merci. C'est pour ça que vous savez que j'ai été extrêmement prudente pendant toute la crise et et notamment sur toute la gestion des transports en commun, qui est quand même un sujet majeur dans une région comme la nôtre en termes de propagation du virus. J'ai été d'une prudence de sioux. On a vraiment, moi j'ai accepté toutes les règles de l'État. J'ai demandé l'attestation employeur pour qu'on garantisse que les salariés seraient prioritaires dans les transports parce qu'on pouvait emporter que 20% des personnes avec la distanciation physique. On est l'un des seuls pays à avoir mis la distanciation physique dans les transports. Donc on a fait vraiment le principe de précaution maximum et j'ai fait le principe de précaution maximum. Mais c'est pour ça aussi que maintenant je me mouille. C'est parce que je vois que tous les indicateurs sanitaires sont passés au vert et que je dis on ne va pas attendre le 22 juin. Je veux dire, si tous les indicateurs sont au vert, retournons dans les restaurants, retournons dans les transports, retournons au boulot. Non pas que je suis contre le télétravail, je suis une promotrice acharnée du télétravail et des lissages des heures de pointe. Parce que j'aimerais bien qu'il n'y ait plus de bouchons et j'aimerais qu'il y ait plus de congestion dans les transports. Et je compte sur vous, les chefs d'entreprise, d'ailleurs le MEDEF, et tous ceux qui sont autour de la table, les CCI, la CPME, les CMA m'ont aidé. Ils ont signé une charte pour essayer de lisser les heures de pointe. Si on pouvait ne pas jeter ça avec la crise, mais conserver cette idée que finalement on peut avoir de la souplesse, laisser les salariés arriver jusqu'à 10 heures, les laisser partir plus tard, s'ils le peuvent et s'ils le souhaitent, je peux vous dire que ça nous aiderait beaucoup en termes de transport et en termes de qualité de vie. Donc voilà, donc je suis plutôt favorable au télétravail, mais là je pense qu'il faut revenir, il faut du présentiel. Je suis favorable à ce que les enfants reviennent à l'école. Je veux dire, là ce qu'on a fait, là, cette espèce de quote mal taillée, on ouvre 2 matinées par semaine. D'abord pour les parents c'est ingérable, et puis voilà, à un moment, enfin pardon, c'est peut-être mon côté, alors là pour le coup, un peu gaulliste, mais voilà, c'est pas aux parents de choisir si on met les enfants à l'école, et c'est pas aux enseignants de choisir si on va faire l'école. Je veux dire, l'école c'est l'école, on l'a fait, c'est oui, c'est non, c'est ouvert, bon, voilà, pardon, hein. De temps en temps il y a le naturel qui revient. Voilà, mais c'est aussi pour les mômes, parce que la vérité c'est que plus vous êtes éduqué, plus vous prenez des risques. Et vous les prenez parce que voilà, vous êtes éduqué, vous savez que le risque il peut être pris. Plus vous êtes des milieux populaires, plus vous avez peur. Et donc on le voit bien dans les quartiers populaires, il y a beaucoup moins d'enfants qui sont venus à l'école que le maire de Damary hoche la tête. Il y a beaucoup moins d'enfants qui sont venus à l'école dans le quartier populaire que dans le centre de Paris. Hein. C'est pas les voilà. Donc on dit qu'on veut faire de l'égalité des chances, mais on la fait pas. Redit.
Mais c'est de l'entendre qui fait du bien aussi. Candice, est-ce qu'on a des questions? Je voudrais terminer. Je termine pas encore. Oui, je te la ferai. Candice? Il y a des questions en ligne? En ligne. Alors on demande à tous ceux qui nous écoutent s'ils ont des questions. J'avais une question à Valérie. Alors, juste, oui. il faut que tu te présentes, pardon, parce que tu sais, donc, on est en... Denis Julmier, conseiller départemental du canton de Melun, Merci. et je suis en même temps chef d'entreprise et comme tu sais, président de l'Association des entreprises agroalimentaires d'Île-de-France. Et c'est plus en tant que chef d'entreprise que je voulais m'adresser ici au sein du MEDEF pour te poser une question. Concernant, parce que quand j'évoque le sujet évidemment de l'après avec les chefs d'entreprise, j'entends beaucoup la question d'ailleurs et je remercie Stéphane de leur poser sur les questions de fonds propres. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir pour aider les entreprises. Et il y a une autre question que je voulais aborder, et je sais ta sensibilité sur le sujet, c'est l'alternance et les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. On va être confronté dans les mois qui viennent à une grande difficulté pour beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché du travail ou qui ont besoin d'un stage en alternance ou d'un apprentissage, de beaucoup de freins de la part des entreprises. Alors je sais que l'État d'ailleurs a pris des dispositions plutôt encourageantes et qu'on ne peut que se féliciter d'ailleurs de ce qui a été mis en place pour aider les entreprises sur une prise en charge plus grande de la partie apprentissage ou alternance. Mais je vois encore beaucoup de réticences de la part d'un certain nombre de chefs d'entreprise qui, dans le contexte actuel, sont plutôt en train de se dire attention, si je peux éviter quand même d'avoir même pour partie à financer ce type de stage, d'alternance ou de contrat, je vais peut-être l'éviter dans un moment comme celui-ci. Et malheureusement, je pense que malheureusement, ça fait défaut pour les entreprises parce que je crois qu'il faut aussi qu'on prépare l'avenir de nos entreprises. Mais je voulais justement voir si tu avais une réflexion, une aide particulière qui va être mise en place par rapport à ça. Toutes les régions ont saisi Muriel Pénicaud sur cette question de l'apprentissage. Tu sais que c'était notre compétence avant, tu sais que le gouvernement a choisi de la retirer aux régions. Et en réalité, les CFA se retrouvent du coup dans une situation qui est beaucoup plus périlleuse parce que comme ils sont payés au coût contrat, il faut qu'ils aient des jeunes qui aient un contrat. S'ils n'ont plus de jeunes qui aient de contrat, ils n'ont plus de subvention d'équilibre régional comme ils l'avaient avant. Donc bizarrement, la crise arrive au pire moment pour la réforme des CFA en fait. Donc nous, on a fait des propositions au gouvernement. C'est vrai que c'est quand même impossible, si vous avez des salariés en chômage partiel, de recruter un apprenti. C'est impossible. Enfin, je veux dire, moralement, ça n'est pas possible, et puis psychologiquement, humainement. Donc le sujet, c'est qu'il va y avoir une pénurie de contrats pour la rentrée. Donc un risque pour les CFA de ne pas remplir leur formation, alors que c'est les meilleures formations. Nous, en contrepartie, on va récupérer dans les lycées professionnels des jeunes qui auraient voulu être en apprentissage, qui seront malheureux parce qu'ils seront en lycée professionnel. Enfin bon, c'est perdant-perdant. Donc ce qu'on avait proposé au gouvernement, c'est de pouvoir financer des classes passerelles, c'est-à-dire des formations de 6 mois théoriques dans les CFA, le temps que la conjoncture s'améliore et pour que les jeunes puissent trouver de l'emploi en janvier, leur stage en janvier. Et donc pendant 6 mois, on les gardait dans les CFA, enfin on les accueillait dans les CFA, on les formait théoriquement et puis on les mettait en stage dans 6 mois quand la conjoncture serait meilleure. À ce stade, on n'a pas eu de go du ministère du Travail là-dessus. Moi, je pense que c'est assez problématique parce que j'anticipe un vrai problème, y compris pour les jeunes diplômés. Moi, j'avais proposé qu'on fasse un zéro charge sociale pour les jeunes diplômés, pour l'embauche des jeunes diplômés en septembre, pendant au moins 1 an. Parce que j'ai peur que les jeunes diplômés, on leur dise... Alors, qu'est-ce que la région peut faire? La région, elle peut financer des formations complémentaires. Et donc, l'idée, c'est peut-être aussi de prolonger un certain nombre de diplômes de 6 mois, en faisant des formations complémentaires, au numérique, enfin des choses un peu utiles, aux langues, pour que le diplôme soit un diplôme plus, mais que les jeunes ne se retrouvent pas tous à arriver cet été sur un marché du travail totalement sinistré. Voilà. Donc on est en train de travailler là-dessus avec les universités, avec les centres de formation, etc. Mais à ce stade, voilà, je pense qu'il ne suffit pas de doubler la prime aux entreprises pour qu'elles en prennent. Voilà, parce que c'est une question humaine, quoi. Donc je pense que les classes passerelles, à mon avis, mais on va encore négocier pendant les prochains mois. Puis il ne faut pas non plus qu'on plante les CFA.
Je crois que j'ai pas de questions, j'ai pas d'autres questions. Voilà, donc tout le monde écoute avec attention. Il faut dire qu'il y a beaucoup de propositions, c'est très riche, c'est passionnant ce que nous vivons. J'espère que ça va passer de la passion à l'extraordinaire réussite. Hein. On va traverser tout ça et pousser tous les murs. Mais c'est notre rôle, chef d'entreprise. Et merci d'être là, vraiment. Voilà, je ne vais pas. Merci de m'avoir invité. Moi, je suis ravie d'être à Villaroche et je reviendrai. Alors oui, pour vous dire qu'avec Alexandra Dublanche, Jean-Philippe, Frédéric et Vincent Jeanbrun, on va faire le tour de tous les bassins d'emploi. Donc on va revenir en Seine-et-Marne. On sera en Seine-et-Marne Nord dans mardi 22, c'est ça? Mardi 22. Mardi 23, voilà, mardi 23, et puis on fera aussi un bel événement, je pense, du côté de Provins, parce qu'on va lancer de la télémédecine financée par la région à Provins, donc on fera aussi sans doute quelque chose avec vraiment le rural. Mais moi, je vais me déplacer tout l'été, parce que ce qui m'inquiéterait, c'est que ces fonds résilience et ces aides de la région, comme d'habitude, que la ville de Paris en fasse une super promotion, une super pub, et que plus on avance dans des zones rurales, avec des petits villages, etc., qui n'ont pas forcément accès à l'information, et que l'information se perde. Alors que c'est évidemment en Seine-et-Marne qu'on en a le plus besoin, et qu'on a le plus de TPE. Donc je vais vraiment, on va se déplacer, et on va venir sur le terrain avec vous, à vos côtés, pour faire vraiment la promotion et réunir les chefs d'entreprise. Et dès qu'on sera en vert, on pourra refaire des réunions, donc on pourra répondre à leurs questions. Et puis surtout les rassurer, parce que ce que tu as dit, c'est important, c'est simple en fait, qu'ils n'en fassent pas une montagne. Voilà, mais c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de vous tous, mesdames et messieurs les présidents. Merci beaucoup. Tu veux faire un point presse ou pas? C'est bon, je sais pas. C'est trop tard. Si tu veux S'il y a des questions. Non, mais on peut le faire à part. On peut faire un petit point presse à part. On fait le point presse à part. Voilà. Merci à tous. Merci d'avoir été présents. Bravo. Merci à la région.